C'est peu de le dire, le secteur minier est l'un des poumons de l'économie nationale. Un organe vital qui est sous pression depuis des années du fait des attaques terroristes. En 2020, selon des données de l'ITUE, le secteur a apporté plus de 237 milliards de francs CFA de recettes au budget national, contribuant à 14,3% des recettes budgétaires. Cette contribution est en régression de 6,7% par rapport à 2019. Le secteur minier face aux défis sécuritaires, c'est le thème que nous allons développer au cours de ce plateau. Et je vais vous présenter nos invités. À ma gauche, nous recevons Lonachal Ouattara, qui est colonel d'aviation à la retraite. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir à Madame Diasso. Nous disons aussi bonsoir à Isaka Yamiogo, président du réseau des communes minières. Bonsoir Madame. Et bonsoir à Eli Kaboré, directeur de publication de Minactu.net. Bonsoir. Alors, s'il faut dresser un diagnostic, la parole est à Eli Kaboré. Quel est le bilan des attaques terroristes, de l'insécurité de manière générale dans le secteur minier au Burkina? On peut dire que rien que l'année 2022, nous avons assisté à la fermeture de 6 projets miniers. Et quand je parle de projets miniers, je parle de permis distincts, parce qu'une seule société peut détenir plusieurs permis. Et chaque permis donne droit à un numéro IFU, un registre de commerce, une société légalement constituée. Donc on a 6 sociétés légalement constituées qui ont fermé du fait de l'insécurité. On a les 3 sociétés les 3 sites de la société avec Soro, c'est-à-dire Yuga, Netiana et Ware. Ware a subi une attaque terroriste le 30 janvier. Et alors que l'usine de Yuga comptait justement sur le minerai de Ware, parce que Nitiana était en construction pour aller en soutien. Donc ils ont décidé de fermer les 3 mines. En avril, Taparco, qui appartient au groupe Nord, aussi a fermé. Et vous savez que juste à côté de Taparco, ils avaient aussi un site satellite qui s'appelle Bourou. Donc dernièrement, en juin, on a eu l'attaque de la mine de Karma, et qui a occasionné aussi la suspension. Donc on a déjà estimé le manque à gagner pour le budget d'État autour de 25 milliards de francs CFA que l'État ne pourra pas percevoir en termes de taxes, impôts, de devances, droits, etc. Et en termes d'emplois directs, nous sommes à environ 2500 emplois directs. Et même les mines qui sont aujourd'hui en exploitation subissent quand même l'impact de cette insécurité-là, parce qu'il faut investir énormément dans le transport du personnel. Actuellement, ils ont opté pour l'aérien, ça coûte plus cher que le terrestre. Il faut investir dans la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, les convois sont bien sécurisés et pour que les produits arrivent à bon port. On a des sous-traitants aussi qui sont attaqués. Et là, on n'arrive pas à évaluer exactement le manque à gagner, parce qu'il y a plusieurs sous-traitants qui gravitent autour. Donc, l'un dans l'autre, aujourd'hui, le secteur est en crise et nous allons ressentir, en tout cas immanquablement, cet impact-là sur le budget de l'État, sur le plan social et aussi sur le plan environnemental, parce que les mines détruisent et il faut réparer. Donc aujourd'hui, ces mines qui sont abandonnées là constituent un début de désastre qu'il faut forcément trouver une solution pour que ça ne soit pas vraiment quelque chose, un début de désastre, comme nous l'avons vu par le passé pour certaines mines. Alors vous le dites si bien, il faut trouver une solution pour éviter ce désastre. On sait que la protection des investissements et des investisseurs dans le secteur minier incombe à l'État. Ici donc, l'interpellé est tout connu, c'est le gouvernement. N'est-ce pas, Isaka? Bien sûr, comme vous le dites, c'est le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a la garantie de la mise en œuvre des projets miniers. Ça fait partie de son, en tout cas de son rôle régalien de protéger la mise en œuvre des projets miniers. Donc, immédiatement, c'est la responsabilité entière de l'État qui est interpellée. La protection du secteur minier, des mines, des installations minières, Lonachal Ouattara, est-ce que vous estimez que l'État a justement failli dans ce domaine, vu ce qui se passe? Je ne dirais pas qu'il a failli, mais il y a tout ça, c'est son rôle, sa mission régalienne
sécurisation de l'ensemble des intérêts vitaux de la nation, il doit revoir sa copie. Le problème ici, c'est qu'on a tendance à amalgamer les forces de sécurité aux forces de défense. Autrement dit, les forces de sécurité, principalement la gendarmerie, est une force qui, normalement, en temps de guerre, non seulement elle s'occupe de la mission prévôtale, c'est-à-dire s'occupe de... La défense du territoire. La mission prévôtale, c'est la mission qui consiste à accompagner l'armée, les forces combattantes au front, de manière à surveiller toutes les atteintes au droit de l'homme, c'est-à-dire l'observation des conventions de Genève. Tout ça, c'est la gendarmerie qui doit vérifier que l'armée accomplit des missions propres. Vous voyez. Mais la deuxième partie de sa mission, c'est quand même la défense opérationnelle du territoire. Qui veut dire vous devez la déployer sur l'ensemble de ces sites qui sont dits stratégiques pour nous. Elle doit les conserver, les garder. Donc l'État est responsable quelque part là. Justement, parlons des forces. Est-ce que c'est au rôle de la gendarmerie de sécuriser les sites miniers lorsqu'on revient au drame d'Inata? En principe, ça, c'est la sécurité intérieure. Vous voyez, ce n'est pas la défense. Alors, mais comme aujourd'hui, la gendarmerie, on peut la mêler aux forces de défense, alors que son rôle premier, c'est comme je vous ai dit, c'est le rôle de police judiciaire, hein, avant tout. Elle est un peu comme la police, se rapproche un peu de l'armée, mais c'est surtout la police judiciaire. En temps de guerre, c'est la mission prévôtale, comme je vous dis, c'est s'assurer que les droits de l'homme sont respectés au cours des opérations militaires. La gendarmerie doit être très très ferme sur ça. En même temps, elle doit s'assurer de la sauvegarde des intérêts vitaux, que sont les mines, que sont certains endroits publics, par exemple les ministères, tout ça. C'est son rôle, ça. Alors, je reviens à vous, Élie Kaboré. Vous avez à l'instant même dressé la situation pour l'année 2022. Est-ce qu'il y a des risques que ce tableau ne s'assombrisse davantage si rien n'est fait? On espère que ça ne va pas s'assombrir davantage, mais selon quand même les informations qui nous parviennent, il y a des incursions autour de certains sites. Donc il y a des incursions qui ne sont pas tellement lointaines. C'est vrai que de temps en temps on voit les communiqués de l'armée. Ce sont des alertes à prendre au sérieux. Ce sont des alertes à prendre très au sérieux. Ce sont des alertes à prendre très au sérieux. Et comme on l'a dit, une des recommandations, c'est d'envisager la sécurisation de ces sites et bien sûr les autres points stratégiques, comme le disait le colonel, en même temps que la sécurisation de l'armée, parce qu'aujourd'hui, un des points stratégiques aussi qu'il faut songer vraiment à sécuriser, c'est la téléphonie mobile. Vous voyez que les installations téléphoniques sont la cible première des terroristes quand ils arrivent, quand ils arrivent dans une localité. Il y a aussi la question de l'eau qui est très vitale. Il y a eu, à côté de Dori, il y a eu une attaque d'une station de pompage. Donc c'est vraiment envisager vraiment cette sécurisation-là, de ces points stratégiques-là, qui sont des leviers sur lesquels s'appuie notre économie. On n'a pas dit que c'est le secteur qui tient l'économie, c'est un secteur c'est un levier sur lequel s'appuie notre économie, parce qu'autour du secteur minier gravitent plusieurs, c'est un secteur un peu transversal, ça gravite plusieurs sous-traitants, plusieurs fournisseurs, plusieurs personnes
et plusieurs spécialisations. Vous avez ceux qui font les hydrocarbures, vous avez la location d'engins, vous avez les explosifs, vous avez la machinerie, vous avez le transport, vous avez les assurances, la restauration, l'hébergement, etc., etc. Et au niveau local, l'impact surtout au niveau local, je pense que le maire va peut-être aborder cet aspect. L'impact au niveau local est encore très grand. L'impact est très grand et souvenez-vous que Inata a été fermé en 2016 suite à des difficultés que la mine a évoquées. Et aujourd'hui, est-ce que si on arrive à mesurer l'impact de la fermeture de Inata avec l'avancée du terrorisme dans cette zone, moi je pense qu'on peut avoir une certaine corrélation. Donc c'est de travail à ce qu'on n'ait pas d'autres Inata, si possible. Alors, on parle de près de 25 milliards de manque à gagner en 2022. Vous êtes très proche de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Sans doute que vous connaissez leur vécu actuellement. Oui, très proche. En tout cas, je m'intéresse à leurs activités. Et ils sont parmi ceux qui subissent de plein fouet cet aspect de l'insécurité. Dernièrement, un fournisseur de la mine de Bungu a été attaqué il y a eu au moins 6 mois. Donc c'est pour un secteur, pour nous qui relevons un peu tous ces incidents sécuritaires-là, c'est un indicateur en tout cas qui prouve que c'est une cible aussi pour les groupes terroristes. Et tout le monde ne peut pas transporter par l'aérien. Ça, il faut se le dire. C'est un matériel, c'est un type de bien ne peut pas être transporté par l'aérien. En tout cas, pour le moment, notre logistique ne nous permet pas. Donc, il faut forcément par la route. Et si vous avez un marché et vous n'arrivez pas à livrer, il est évident que cela va impacter votre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il y a des zones où on ne peut même pas y aller. Vous prenez par exemple certaines des mines comme Isakan, Bungu qui est quand même isolé à Partiaga. L'accès nécessite de gros investissements en matière de sécurisation. Et ces mines-là aussi s'appuient aussi sur des sous-traitants pour un peu, je vais dire, la sécurisation de ces mines-là, le matériel à payer. Et on a des sous-traitants qui emploient des vigiles. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que des vigiles peuvent garder une mine. C'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc il faut envisager, mieux formé et mieux professionnel pour former. Donc l'un en autre, plusieurs fournisseurs ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Donc l'impact au niveau des fournisseurs est aussi réel. Et un fournisseur crée de l'emploi. Un fournisseur qui a des marchés paye des impôts. Donc l'impact du secteur sur les fournisseurs va se ressentir aussi de manière invisible sur le budget national et aussi sur le budget des collectivités. Parce qu'au niveau des collectivités, ces fournisseurs-là payent la patente, par exemple. Donc on va se retrouver avec des collectivités qui verront leurs recettes complètement chuter parce que plusieurs fournisseurs qui avaient des gros marchés avec les mines n'arrivent plus à honorer la patente. Alors, Issaka Yameogo, nous allons parler des communes minières. Vous êtes le président. Avant de revenir au cas spécifique de Yalgo, de manière générale justement, quel est l'impact de l'insécurité sur les mines pour ce qui est des communes minières que l'association couvre? Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'insécurité a un impact énorme sur toutes les communes du Burkina Faso, certes, mais particulièrement les communes abritant les industries extractives minières. Parce que si nous essayons d'évaluer, nous allons trouver près de 80% des communes là sont des zones entièrement impactées et infectées par l'insécurité. Du coup, M. Kabouré venait de dire que l'État, pour cette année en termes d'évaluation, va perdre près de 25 milliards. Si nous prenons les collectivités territoriales, il en est de sorte aussi qu'il y a une grande perte dans la contribution du budget des communes. Vous savez, quand nous prenons les fonds miniers pour le développement local, qui a été instauré avec le code minier de 2015 et qui a été officiellement opérationnalisé à partir de 2019, de 2019 à 2021, nous pouvons estimer en termes de contribution plus de 91 milliards au profit des collectivités du Burkina Faso. Et ce qui veut dire que depuis la décentralisation de 2006,
aucun programme, aucun projet, aucun partenaire a pu accompagner la décentralisation, les collectivités à un tel chiffre. Ce qui est très important. Et vous savez que les fonds miniers, c'est plusieurs contribuables. Il y a l'État, il y a les sociétés minières. Et là, vous êtes sûr que les sociétés minières qui sont en arrêt actuellement ne pourront pas contribuer. Donc c'est pour dire que si nous estimons qu'en 3 années, on a pu collecter près de 91 milliards, en un an avec la fermeture importante de certaines mines, subitement, nous allons perdre environ 10 milliards, ou soit une estimation. Mais au-delà de ça, il y a d'autres taxes. Quand nous prenons par exemple les mines qui sont en exploitation il y a 7 ans, ont commencé à contribuer en termes de patentes minières. Et ce qui est très important. Et vous constaterez des communes, comme par exemple la commune de Falanguntu, la commune de Gorom, la commune de Houndé, la commune de Bagassi, la commune de Bana, Partiega et la commune de Yalgo, et bien d'autres communes, aujourd'hui dans les budgets, grâce à la contribution de la patente minière, à des coûts de milliards. Par exemple, il y a des communes qui ont aujourd'hui sur les lignes budgétaires 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard. Et cela est dû au produit des choses, des exploitations minières. Et au-delà de ça, il y a par exemple les taxes superficielles. Cela aussi est important. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des communes, moi je prends spécifiquement le cas de Yalgo, que de 2017 à nos jours, pendant 4 années, on n'a pas pu faire de recouvrement en termes de taxes avec les contribuables. Mais de notre budget qui était avec la patente minière qu'on percevait environ 500 à 600 millions par an, et cette mine est en arrêt aujourd'hui. Ça veut dire en termes de recettes propres, hormis la contribution des mines, ça veut dire que la commune même ne peut pas faire un recouvrement de 10 millions. Parce qu'on ne peut pas avoir accès auprès de ces contribuables. Donc de 600 millions, de 600 même millions, 10 millions, 10 millions, vous vous imaginez. Ça veut dire que la contribution en termes de recettes minières au profit des collectivités était à un niveau de près de 98 et 99% des budgets. Je vous dis aujourd'hui que la commune de Partiaga a environ dans son budget près de 2 milliards et demi. La commune de Falanguntu, 3 milliards. La commune de Gorom, environ 3 milliards. La commune, par exemple, de Houndé. Donc, voilà un peu des exemples que je peux vous dire. Et qu'aujourd'hui, ces communes-là verront la chute totale de développement qui était en cours. L'émergence qui était au profit de ces collectivités-là vont assombrer obligatoirement. Et voilà. Allez-y. Oui. Alors, on va revenir à vous pour parler justement du problème social en ce qui concerne les jeunes pour le cas de Yalgo. Je m'adresse à Lunachal Ouattara pour la question de logistique aérienne. Vous êtes un connaisseur de l'aviation. Elie Kaboré a tantôt évoqué le fait que certains fournisseurs sont obligés maintenant de passer par l'aérien, ce qui n'est pas permis à eux tous. Quels sont les types justement de matériel que l'aérien peut porter en termes de poids? Nos avions peuvent porter des matériels de quel type de poids? Ben, ça dépend de l'appareil? Non, bien sûr, ça dépend de l'appareil, mais ça dépend de quelle est la demande des miniers. La demande en termes de gabarit et tout ça, parce que tout ça, ça doit être spécifié. Et à partir de ce moment-là, mais j'ai commencé par vous dire que l'avion, ce que vous appelez communément l'avion, c'est ce que nous, spécialistes, nous appelons aéronef à voilure fixe. C'est-à-dire, les ailes ne bougent pas. Ça, c'est l'avion. Celui-là a besoin d'une piste d'atterrissage. Alors, s'il a besoin d'une piste d'atterrissage et que déjà votre site minier est déjà problématique au niveau de la sécurité, ça veut dire que la piste qui dessert le coin n'est pas utilisable. Vous comprenez ça? Ce qui vous ramène à vous rabattre sur les hélicos, c'est-à-dire les aéronefs à voilure tournante. C'est donc il faut une flotte d'hélicoptères très importante
C'est ce que j'ai dit dans INATA d'ailleurs, parce que je fais des propositions dans le livre, mon dernier livre, bientôt, oui. qui est arrivé à Ouaga aujourd'hui, donc qui sera sur le marché. Je fais des propositions. C'est beaucoup d'hélicoptères par région. Hein. Enfin, les régions militaires doivent avoir... un hélicoptère coûte combien? Pardon? Un hélicoptère coûte combien? Je n'ai pas évalué tout à fait ça. Un chiffre mais approximatif? il faut compter à peu près 1 milliard pour un hélicoptère. Hein? Un bon hélicoptère. Donc, c'est de l'argent, mais il faut que tout ça soit planifié. Donc, voilà. La logistique, il a raison, la logistique... Mais les communes minières, si elles s'entendent, elles peuvent peut-être contribuer à l'acquisition de tel matériel qui leur servent. C'est exact, c'est exact. Mais il faudra que les pistes d'aérodrome soient sécurisées pour les avions, hein, pour les voilures fixes, et même pour les hélipads, parce que l'hélico, il ne peut pas atterrir que si c'est sûr au sol. Vous êtes d'accord, non? Donc, en même temps que les communes, effectivement, peuvent s'unir pour chercher l'équipement aéronef approprié pour transporter le matériel, ils peuvent aussi se réunir pour... Mais ça c'est l'État quand même. Pour la sécurité, ça va rester toujours l'État. Donc, c'est finalement, il faut demander à l'État de faire des efforts pour que la seule gendarmerie ne soit pas... Parce que je ne pense pas qu'il y a suffisamment d'effectifs. Si elle doit s'occuper... Dans les groupements de force, elle est considérée comme unité combattante. En même temps, elle a la mission prévôtale. Et la DOT, la défense opérationnelle du territoire, il faut voir les effectifs. Donc, la gendarmerie, il faut recruter massivement. On a vu récemment des recrutements qui ont été lancés. Massifs. Massifs, oui. Pour la gendarmerie. De ces différents corps. Oui. J'ai dit pour la gendarmerie. Pour ce qui concerne nos intérêts, la défense de nos intérêts vitaux. Parce que les mines, c'est vital. On pourra compter sur les VDP. Il y en a 50 000 qui ont été pourquoi lancés. pas. On peut mettre les VDP là. Bon, vous savez mon point de vue sur les VDP parce que j'étais à l'Assemblée nationale lorsque la loi est arrivée en 2020. Moi, j'ai d'abord membre de la commission défense et sécurité. La loi nous arrive, le projet de loi nous arrive d'abord en premier. C'est nous qui l'intrusons et puis nous le faisons venir en séance plénière au débat. Mais déjà, les débats internes à la commission, moi j'ai dit non, ce n'était pas approprié, parce que les gens qui sont formés sur 2 semaines, ça pose problème par rapport à la réserve militaire, parce qu'il y a la réserve militaire qui est prévue aussi par la loi, la 038-2016, barre de fraction, Assemblée nationale. Et les articles 168. On a vu sous Damiba, ils ont fait appel à la réserve. Oui. Et alors, Damiba a fait appel à la réserve, mais de manière partielle. Il a décrété une mobilisation partielle. Or, le décret permet la mobilisation partielle et la mobilisation générale. Par la loi, la mobilisation générale, on peut appeler tous les militaires qui sont dans les conditions. Donc, cela pourrait aider, par exemple, à sécuriser aussi les sites miniers. À défaut d'avoir suffisamment de personnel pour la gendarmerie, il faut penser à la réserve militaire. Alors, parce que les VDP, il faut les encadrer. Oui, Lona Charles Ouattara, vous parlez beaucoup de la gendarmerie. Je vous avais tantôt posé la question, est-ce à la gendarmerie de sécuriser les sites miniers? Non, c'est l'État qui doit assigner une mission à telle ou telle force de défense. Aujourd'hui, on dit force de défense et de sécurité. Tout à fait. Moi, j'ai dit défense, sécurité à part. Bon, mais l'ensemble de tout ça, c'est l'État
c'est la stratégie de l'État à conserver nos intérêts vitaux oui, c'est bien noté, mais je vous entends beaucoup parler de la gendarmerie. Mais oui, mais la gendarmerie, normalement, c'est une force qui s'occupe de la sécurité intérieure. Les intérêts vitaux, c'est de la sécurité intérieure. Ouais, les sites miniers, c'est à l'intérieur de notre pays. L'armée, elle empêche que tout agresseur puisse pénétrer dans notre pays. Mais aujourd'hui, les gens sont infiltrés. En ce moment-là, c'est une question de stratégie, mais la stratégie, c'est le chef de l'État qui doit l'impulser. Ah oui. Allez-y. C'est en ce moment-là, on doit voir, c'est pour ça que je dis, les gendarmes, les effectifs, si ce n'est pas assez... il faut en recruter davantage. Bon sang, pourquoi est-ce que n'a-t-on pas recours à une mobilisation générale? Le pays est pratiquement, je sais pas, 40% du pays c'est envahi. Donc qu'est-ce qu'on attend pour décréter une mobilisation générale? La gendarmerie, c'est son rôle régalien au départ, mais elle est surexploitée. Vous voyez, on l'a sur des sites comme Inata. Ensuite, on lui demande d'être intégré à un groupement de forces pour faire la guerre. Faire la guerre, c'est pas garder un site, hein, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Vous comprenez? Absolument. Sauf quand les gens sont débordés, qu'ils font la guerre. Mais sinon, c'est pas ça. Alors, c'est bien noté. Je reviens à Isaka Yameogo. Pour ce qui est de la commune de Yalgo, que vous connaissez assez bien, vu que vous avez dirigé cette localité. Actuellement, que la mine de Taparko a été fermée. C'est vrai que l'impact direct, c'est en ce qui concerne le personnel de ce site minier. Mais pour ce qui est de la commune, en termes d'emploi, sur le plan social, quel est l'état actuel? En toute sincérité, l'état actuel, il est déplorable. Il est déplorable à plusieurs niveaux. Parce qu'aujourd'hui, on a évalué lors de la conférence du vendredi, la conférence publique, estimé environ 2000 et quelques employés directs que nous avons perdus avec la fermeture des mines. Mais je vous avoue que les emplois indirects, il est triplé. Parce que quand nous prenons par exemple, au niveau de l'exploitation minière à Taparko, il y avait la société mère elle-même qui est la Somita, ce qui était vraiment, donc beaucoup des emplois directs étaient assis à leur niveau, mais il y a un nombre important de sous-traitants. Sous-traitants dans presque tous les secteurs, tous les départements qui relèvent du projet minier avec presque des sous-traitants. Et ces sous-traitants essayaient toujours, c'était l'un de nos plaidoyers les plus forts, de pouvoir faire profiter la communauté riveraine, la jeunesse de la localité, aussi à ces emplois. Parce que c'est des emplois qui n'étaient pas à des grands niveaux de qualité, qu'ils pouvaient aussi exercer. Et du coup, je vous dis que, par exemple, au niveau de Yalgo, il y a une structure féminine locale qui était en contrat même avec la mine, qui était chargée du recrutement, par exemple, des emplois, disons, journaliers. Combien de personnes profitaient de ces emplois en un mois? Parlons d'une soixantaine, voire même une centaine de jeunes. Et au-delà de ça, il y a d'autres activités. Il y a des jeunes qui travaillaient, qui faisaient la marisculture, qui profitaient de cette mine pour, au fait, liquider les produits. Il y avait des bouchers, il y a des livrets tels que des produits divers. Donc, c'est pour vous dire qu'en toute sincérité, l'impact social, il est énorme ici. Et en termes de responsabilité sociale d'entreprise, dont la collectivité ainsi que les structures locales et la population bénéficiaire de la mine sont aujourd'hui vraiment une situation
très très désastreux. Parce que quand nous venons, je vous prends tout récent, au cours de l'année 2021, la commune a bénéficié de la société minière, par exemple la construction d'un bâtiment au profit du CSPS du village de Taparco, à une valeur environ de 50 millions, avec des équipements de dernière génération. Et ainsi que le centre médical de Yalogo. C'est pour dire, en toute sincérité, aujourd'hui, nous devons travailler et les autorités sur place actuellement, ainsi que tous les Burkinabés doivent travailler à ce que nous sécurisons les industries minières. Pas pour les sociétés minières, mais pour l'intérêt que ces industries-là apportent à nos collectivités, à nos populations. Parce que quoi qu'on dise, c'est un mal nécessaire. Il y a surtout des impacts négatifs en termes d'environnement. Il y a aussi des impacts positifs en termes de contribution de l'économie locale. Sur plusieurs lignes. Aujourd'hui, je vous prends un exemple. Si une commune à caractère rural peut élaborer un PCD avec environ de 2 milliards, comptant sur ses propres recettes, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une véritable émergence. 2 milliards pour une commune rurale, c'est pas petit. Voilà. Donc, au-delà de ça, il y a même les conseils régionaux. Il y a des conseils régionaux qui ont bénéficié de 3 à 4 milliards. En termes de choses, en termes de contribution des recettes minières. Donc, du coup, que ce soit les collectivités régionales, que ce soit les collectivités communales, sont toutes atteintes de cette insécurité-là. Et moi, je pense qu'il est nécessairement, vraiment très rapide de trouver un plan pour quand même sauver les mines qui ne sont pas fermées et encore trouver une stratégie pour sécuriser les mines qui sont fermées et les réouvrir. Parce que si je dis ça aujourd'hui, c'est quoi? Vous imaginez, dans une commune, là où 200 jeunes perdent les emplois, ces 200 jeunes nourrissaient combien de personnes? Si toutefois un employé est à sa charge 3 personnes, ça veut dire que s'il y a 200 jeunes qui perdent les emplois, on a environ 600 personnes qui sont dans des déficits. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne le fait pas à temps, on donne une certaine opportunité à d'autres personnes de pouvoir, en tout cas, exploiter la détresse de ces jeunes-là. Et c'est là, je pense qu'il sera très regrettable pour tous. Oui. Alors, Elie Kaboré, je rappelle que vendredi, le Conseil burkinabé des mines, de la géologie et des carrières, en partenariat avec la plateforme en ligne mineactu.net, a organisé un panel autour de cette question de la sécurisation des mines. Et au cours des échanges, il y a le point de la nationalisation des mines qui est revenu. Je ne sais pas si cela a attiré votre attention. Un des participants qui estimait que si certaines mines étaient nationalisées, cela allait peut-être susciter plus d'engagement en ce qui concerne l'État ou peut-être au niveau national. Je n'ai peut-être pas bien suivi la partie, mais effectivement, je lis un peu ces derniers temps la question de la nationalisation que à mon avis, je ne vois vraiment pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que l'État doit chasser les multinationales et récupérer? N'oubliez pas que c'est le code qui le permet. Ces multinationales ne sont pas venues au Burkina de manière comme des envahisseurs. Le mot code minier, pour caricaturer, dit qu'en fait, le Burkina peut ouvrir son sous-sol à des privés. Et ces privés sont venus, ils ont suivi la réglementation, ils ont cherché, ils ont trouvé, et on a octroyé les permis en signant des contrats. Donc la nationalisation consiste à quoi? Rompre unilatéralement le contrat, ça ne fait pas sérieux pour un État. Donc aujourd'hui, on peut peut-être parler d'appropriation du secteur par des nationaux. Le Burkina peut ouvrir ses mines. On n'a même pas mis en place un cadre d'emploi, un cadre de fournisseurs professionnels pour accompagner déjà celles qui existent. Cette nationalisation consiste à quoi? Donc aujourd'hui, nous ne sommes quand même pas un État qui va se jouer un État voyou entre griffes pour renier les engagements qu'il a signés quand même avec d'autres partenaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre plus grand souci, c'est d'avoir des professionnels qui travaillent au niveau des emplois,
d'avoir des professionnels qui fournissent des biens et des services de qualité, qui captent le maximum de marché, et aussi peut-être encourager des nationaux à avoir leur propre mine. Le secteur est tellement à risque que je ne vois pas aujourd'hui dans l'état de gouvernance actuel, et je n'encourage pas l'état de gouvernance actuel, le Burkina de s'engager dans l'exploitation d'une mine. On va se retrouver avec des milliards et des milliards de crédits à rembourser, vu l'état de la gouvernance actuelle. Il faut d'abord améliorer tous ces aspects-là avant de penser à investir dans un état, dans un secteur aussi technique, aussi à risque comme le secteur minier. Donc c'est mon point de vue. Mais aujourd'hui, on a quand même des structures. Le BIMIGEP aujourd'hui peut faire de la recherche. On lance des appels d'offres par bloc, et dans lequel l'État peut avoir des grosses parts. Parce que le code minier accorde 10% de parts gratuites à l'État, mais l'État peut payer ses actions avec ses propres argent. Mais aujourd'hui, le budget peut mener la recherche, et on lance des appels d'offres en privilégiant aussi des nationaux. Donc il y a plusieurs pistes de solutions, mais comme au niveau militaire, au niveau aussi des mines, c'est la politique nationale, c'est au premier responsable de définir la marche à suivre. Mais pour celles qui ont déjà des contrats, il faut faire très attention. D'accord. Parlons toujours sécurité et mines. Est-ce que vous estimez que l'ONACIM joue pleinement son rôle dans le cadre de la sécurisation des installations minières? Aujourd'hui, non. Mais on ne peut pas accuser l'ONACIM ou la critiquer parce qu'elle ne fait pas son rôle, parce qu'on a mis en place une structure sans les mesures d'accompagnement. Donc aujourd'hui, on peut dire à la limite, l'ONACIM n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. L'ONACIM n'est pas monté en puissance. Donc à la limite, c'est une structure qui existe dans l'organigramme mais son fonctionnement laisse vraiment à désirer. Parce que elle n'arrive pas à chapeauter justement, elle n'arrive pas à prendre en charge la sécurisation des sites miniers au regard d'un certain nombre d'insuffisances liées à son opérationnalisation. Donc l'ONACIM, c'est une réforme, à mon sens, qui est toujours en cours, qu'il ne faut pas achever. Et ces insuffisances, elles se situent à quel niveau? Au niveau personnel, au niveau technique, au niveau du personnel ou des moyens techniques? À tous les niveaux, parce que l'ONACIM utilise plutôt les moyens qui existent, humains parlant, qui existent sur le terrain, c'est-à-dire la police, la gendarmerie. N'ayant pas toujours de lien hiérarchique avec ces corps, il faut solliciter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut un système d'affectation d'un certain nombre de personnels directement sous la coupe du directeur général de l'ONACIM, ou bien il faut trouver une forme de collaboration avec ceux qui existent déjà. Donc il faut définir un peu déjà la mobilisation de ces forces. Et aujourd'hui, avec l'insécurité, il faut des moyens techniques et technologiques de pointe. Pour la surveillance, par exemple, des convois, pour la surveillance des mines. D'abord, la surveillance, en termes de surveillance. Quand je parle de surveillance, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais je sais que quand un convoi bouge, il faut avoir tous les moyens, il faut avoir plusieurs regards là-dessus, que ce soit des regards aériens, terrestres, etc., etc. Donc, il faut vraiment investir dans cette structure-là. Donc, la mission première, c'est la sécurisation des sites. Et aujourd'hui, il y a aussi les sites artisanaux. L'ONACIM n'est pas, monsieur le maire peut témoigner, l'ONACIM n'est pas proche des sites artisanaux. Actuellement, il y a eu un dernier éboulement, bon, pas l'un dernier, il y a eu un incident, par exemple, sur le site de Bouéry. Bon, en fait, à la conférence, il a été dit que l'ONACIM s'appuie sur ceux qui sont sur le terrain, pour faire même d'abord remonter l'information, les constats, etc., etc. Donc c'est difficile pour une structure de travail à distance comme ça, alors parce que le commissariat ou la brigade de gendarmerie au niveau local a plusieurs autres choses à faire, alors que le travail de l'ONACIM, c'est la sécurisation. Donc, comment sécuriser ces sites artisanaux? Comment sécuriser ces sites miniers industriels? Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut revoir la sécurisation de ces sites-là dans la sécurisation globale du pays. Et confier à chacun son rôle, et bien sûr, tout de suite, le colonel a développé un certain nombre d'arguments. Je pense que c'est des aspects sur lesquels il faut vraiment réfléchir, approfondir la réflexion, pour qu'on ne puisse pas utiliser les mêmes. Ça va les esquinter. Et le matériel aussi n'est pas, je ne pense pas qu'il soit aussi important pour un usage optimal. Donc c'est vraiment une réflexion profonde qu'il faut engager pour voir dans quelle mesure l'ONACIM peut être vraiment la structure de coordination, la sécurisation des sites. Si on a une structure nationale qui le fait, ça veut dire qu'elle a beaucoup de recul pour connaître les difficultés, faire un bon diagnostic.
identifier les besoins et apporter des solutions. Mais si on reste toujours dans les cas par cas, j'ai bien peur, parce que j'ai un convoi de carbone, mon stock de carbone veut finir, j'ai la marchandise qui est venue du Ghana, du port de Lomé, il faut convoyer sur le site, on appelle directement une composante des forces de sécurité pour le faire. Je pense qu'on ne pourra pas réellement pas être efficace dans ce sens. Donc il faut vraiment une structure qui va coordonner tout ça. Lona Charles-Ouattara, est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce qu'il faut mettre en place une sorte de brigade destinée à la sécurisation des installations minières? On peut l'appeler comme on veut, mais ce qui est important, c'est que dans notre stratégie globale de lutte contre l'insécurité, contre la guerre, il faut prévoir la sécurisation des sites miniers, des intérêts vitaux. Donc, tout ça avec les miniers, les gens il doit y avoir des commissions d'études pour déterminer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, et quel type de sécurité la mine a besoin. Et ça doit être planifié. Mais ça demande du personnel. Le véritable problème, c'est que moi, j'ai une pensée classique de l'armée. C'est-à-dire que le rôle, les forces de sécurité intérieure devaient être cantonnées à leur rôle. L'armée à la défense du pays. Bon, si c'était comme ça, on aurait là une gendarmerie qui est pleinement libérée. Je vous dis que la gendarmerie est employée comme force combattante. Si vous regardez la composition d'un groupement de forces, eh bien, vous voyez que les gendarmes sont là-dedans. Bon, mais ça c'est le combat. La gendarmerie, son premier rôle, ce n'est pas le combat. Bien qu'ils soient des militaires. C'est la sécurité intérieure, la mission prévôtale, c'est-à-dire s'assurer, parce que c'est les seuls militaires qui connaissent le droit, qui sont des officiers de police judiciaire, qui peuvent donc surveiller les actions, les mauvaises actions de l'armée combattante. C'est ça la mission prévôtale. Mais alors, si vous déployez les gendarmes sur toutes ces lignes-là, combien en a-t-on actuellement au Burkina Faso? Pas des masses. Donc il faut en recruter. Si c'est elle qui doit le faire, ou bien, je ne sais pas, mais confier ça à la police, c'est pas le rôle non plus. Mais il y a la question aussi de la militarisation de la police municipale qui est sur la table des échanges. Ah ben si on les militarise, envoyez-les là. S'ils sont militarisés. On peut dire que tout le monde est presque militarisé. Même les civils. Non, sauf les civils quand même. Quand on parle des forces de défense et de sécurité, ça veut dire que vous regardez dans un groupement de forces, les éléments militaires sont peut-être un peu submergés par les éléments paramilitaires. La police, les douaniers, les eaux et forêts, les gendarmes, bon, les gendarmes ne sont pas paramilitaires, mais ce n'est pas leur rôle. Mais est-ce que c'est une bonne option de militariser la police Moi, je suis contre, mais ce n'est pas mon avis. C'est l'avis, c'est l'échelon supérieur. C'est le niveau stratégique qui définit tout ça. Et le niveau stratégique, une fois de plus, c'est le chef de l'État, c'est le politique. Le niveau opératif, c'est les militaires. Alors... Mais votre avis peut compter, vous êtes citoyen, le fait de proposer quelque chose, c'est une contribution. Oui, mais c'est pour ça que j'ai toujours dit de laisser à chacune des composantes des forces de sécurité intérieure faire leur boulot habituel et
laisser l'armée faire son boulot habituel. Chacun a une mission. Mais aujourd'hui, c'est la globalisation. Comme c'est la globalisation, ben, je ne me retrouve pas très bien. C'est dire, c'est au chef de l'État de définir une stratégie. Alors, je reviens sur la question de l'ONASIM, Isaka Yamugo. Votre avis justement sur l'existence de cette structure et le rôle qu'elle joue? Je pense que l'ONASIM, pour moi, elle était dans son idéologie une très bonne opportunité en termes de sécurisation. Mais c'est comme a dit M. Eli Kabouré, d'une part, lors de la conférence, j'ai dit il faudra réellement que cette structure-là soit opérationnalisée dans tout son contexte. Ça veut dire qu'on met à leur disposition tous les moyens adéquats pour les permettre de jouer à bien leur rôle. Aujourd'hui, leur mission, ce n'est pas uniquement que les sociétés minières industrielles. Il y a aussi l'exploitation artisanale, la sécurisation de ces sites d'orpaillage, disons appelés communément orpaillage, qui fait partie de la mission de l'ONASIM. Aujourd'hui, nous dénombrons des milliers et des milliers, nous dénombrons environ vraiment des centaines et des centaines de sites aurifères, avec à son sein des millions de jeunes burkinabés, femmes comme hommes. Donc c'est pour dire aujourd'hui que c'est un secteur qui est très important, comme bien aussi le secteur de l'exploitation industrielle. Donc l'ONASIM aujourd'hui n'arrive pas, par exemple quand l'ONASIM se réfère au service des forces locales, la police locale ou la gendarmerie des brigades territoriales, c'est pour dire qu'il y a un souci. Il y a un véritable souci. Est-ce que au niveau de nos communes, on a combien d'effectifs au niveau de la police comme la gendarmerie? Quand on prend une brigade territoriale au Burkina, au niveau d'une collectivité territoriale, on ne peut pas avoir une vingtaine de gendarmes. Non, ni une vingtaine de policiers, c'est très compliqué. Et ces gens veulent vraiment sécuriser la population et veulent aussi sécuriser les biens de cette population et sécuriser aussi les industries minières ou soi-disant des sites aurifères. Ça veut dire qu'il y aura toujours des difficultés. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, l'ONASIM a été créé, si je ne me trompe pas, en 2013. Ou bien, M. Kabouré, si vous avez une bonne mémoire pour ça. Mais je suis sûr que aujourd'hui, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts à consentir pour que l'ONASIM soit vraiment opérationnel. Parce que je pense que c'est une force mixte. Il y a la police, il y a la gendarmerie et puis il y a l'armée. Voilà. Et aujourd'hui, s'il fallait confier, pour moi, c'est mon point de vue, je ne suis pas technicien en la matière, mais s'il fallait confier cette mission, c'était à qui de la confier? À la gendarmerie, parce qu'en suivant le colonel tout de suite, je viens d'apprendre beaucoup de choses, je viens de comprendre que la gendarmerie a une mission première d'abord, la sécurisation intérieure. Si cela est le cas, pourquoi pas aller dans ce sens? Mais vu aussi l'effectif comme on le sait, et vu le besoin, l'équipement, vu vraiment la nécessité actuellement d'aller sur le terrain pour vraiment défendre tout le territoire, je ne vais pas vraiment dire qu'il faut le confier à ce corps ou à ce corps. Mais toujours est-il que de travailler pour mettre à leur disposition, que ce soit des compétences humaines, que ce soit des ressources financières, que ce soit les moyens logistiques, il faudra vraiment que tout soit mis à leur disposition. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne le faisons pas, si on perd aujourd'hui 25 milliards, parce que les sociétés minières ont été fermées, imaginons d'ici 2023, ce n'est pas un chouet, si encore d'autres mines seront fermées, combien de milliards nous allons perdre? Et combien de chômeurs on crée? Ça veut dire que ces ressources-là, est-ce que les 25 milliards que nous allons perdre au cours de l'année 2022 n'étaient pas aussi importants pour plus équiper nos forces de défense et de sécurité? Si on avait concentré nos forces pour vraiment permettre à ces mines de rester toujours en exploitation, de pouvoir contribuer toujours au budget de l'État. C'est très important. Nous savons tous aujourd'hui que l'exploitation minière est l'un des contribuables potentiels au compte du budget de l'État. Cela n'est pas chose à débattre. Donc, comment faire pour protéger? En temps de guerre aussi, c'est de protéger votre économie, protéger vos ouvrages et protéger vos biens. Il est très important. Voilà.
Allez-y. Madame Yassou, à défaut de n'utiliser que les gendarmes, mais comme nous sommes dans une vision nouvelle holistique de la sécurité, c'est-à-dire où le douanier, le policier, etc., sont en même temps combattants et sécurité intérieure, alors il faut peut-être recourir à la notion de détachement, les détachements mixtes pour garder les sites miniers. Mais ça va toujours se poser le problème des effectifs. Et pour résoudre le problème des effectifs, il faut effectivement que ce soit dans une stratégie globale dans laquelle on pèse nos intérêts financiers. Qu'est-ce que nous gagnons de la mine? Qu'est-ce que nous perdons à ne pas les conserver? Et puis voir combien d'effectifs militaires ou de gendarmes on peut recruter, ou les VDP, bon, ils sont là. Donc, recyclons-les, enfin, formons-les pour pouvoir aider à garder les mines aussi. Oui. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Je reviens à Élie Kaboré. Le panel organisé le 18 novembre dernier par Minactu et la CBMGC, qui a eu un franc succès, a permis de proposer un certain nombre de solutions pour la sauvegarde des mines. Est-ce qu'on peut parcourir juste quelques-unes? Il faut dire que ce panel a vraiment drainé du monde et surtout le niveau de représentativité était très appréciable. Et on profite en même temps de remercier tous ceux qui ont eu confiance à ces deux structures qui ont effectué le déplacement. L'objectif, c'était au regard du drame auquel nous assistons, c'était d'apporter aussi des contributions, créer un cadre d'échange. Les uns et les autres ont proposé beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs recommandations. Et la plus forte, justement, c'est de mener une réflexion autour de cette affaire. C'est vrai que dans certains services, comme au niveau du ministère de la Sécurité, il y a des dialogues qui se font avec les mines, mais nous aurons aimé qu'on mette tout le monde ensemble pour qu'on dégage une stratégie claire de sécurisation de ces sites miniers. Et nous avons été rassurés dans la salle que le ministère des Mines est là-dessus. Donc nous encourageons vraiment le ministère à accélérer l'organisation de cette réflexion, que ce soit sous la forme d'assises ou états généraux. Et il faut effectivement aussi que l'État affirme son leadership dans l'accompagnement des mines qui connaissent ces difficultés. Aujourd'hui, les 6 mines qui sont fermées, l'État doit prendre le lead, puisque l'État aussi est responsable de ces mines-là, et qui emploie des Burkinabés et on attend beaucoup de recettes. L'État doit prendre le lead pour faire fonctionner ces mines. Et c'est pour cela que la réflexion, la proposition d'inclure la sécurisation des sites miniers dans la sécurisation globale du pays est intéressante. Donc, cet accompagnement de l'État a été une forte recommandation. L'autre recommandation, c'est de voir l'aspect humanitaire. Est-ce que le Fonds minier développement local ne pourrait pas servir à une réponse? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de communes sont impactées et n'arrivent pas à consommer ces budgets-là. Une commune impactée, même si vous lancez un appel d'offres, personne n'ira. Vous n'avez même pas de l'espace pour réaliser des infrastructures. Donc, peut-être qu'à titre exceptionnel, et là encore, c'est l'État burkinabé qui doit affirmer son leadership, voir comment une partie de cette ressource-là peut aider à ce que ces personnes-là restent en vie en attendant que la situation se calme. Donc, voilà un certain nombre de mesures, de recommandations qui ont été proposées. Nous allons bien les reformuler au regard des amendements qui ont été faits et les adresser à l'autorité. Donc, ces recommandations seront remises incessamment au ministre des Mines, qui est le ministre du tutelle du secteur. Alors, merci Élie Kaboré, merci à Isaka Yamugo. Nous disons également merci à Lonachal Ouattara pour ces échanges, ces contributions que vous avez apportées au thème qui était axé sur la sécurisation des sites miniers au Burkina Faso. Nous sommes au terme de ce plateau. Merci fidèles téléspectateurs pour votre attention et à très bientôt pour une autre thématique.